Gothic, A Game of Classic Horror, publié par The Red Room en 2024. Apportant l'ambiance gothique et horreur des jeux des années 80-90, Gothic est un parfait exemple d'un jeu de rôle sur table qui offre aux joueurs exactement ce qu'ils attendent. Après avoir seulement entendu le nom et regardé la couverture du jeu, c'était un achat immédiat pour moi. J'apprécie énormément le roleplay et la mécanique des systèmes mettant en vedette de différents styles et les incorporer dans un heureux mélange où tous autour de la table savent dans quoi qu'ils embarquent. Écrit par Miguel Ribeiro et publié par les gens de The Red Room, tout le monde peut comprendre que ceci va être un produit de qualité, sans être boursouflé dans la mise en page ou l'écriture. Parlant de ceci, la mise en page est un des points forts de ce livre. Avec au-delà de 320 pages, ce jeu d'horreur classique a une présentation aérée avec une belle grosse écriture et de belles séparations, faisant une lecture rapide et facile à comprendre. Et ce, même si mon anglais n'est pas du tout ajusté. L'éditeur aurait pu compresser facilement l'information et enlever une centaine de pages de règles, mais il n'a pas opté dans cette direction. Il a opté pour une approche où la lecture est une expérience pour amener les joueurs à comprendre le style de jeu clair et c'est espacé. Au fait, pour ceux et celles qui n'ont jamais eu d'expérience avec les mécaniques de jeu datant des années 80-90 basées sur le style horreur dans une époque victorienne, celui-ci prend non seulement des mécaniques datant de ce style, mais aussi mélange le style du jeu européen avec ceux qu'on retrouve en Amérique du Nord. Tout ça est cohérent et c'est assez fluide. En gros, Gothic se joue tel un système D20, où le joueur doit égaliser ou avoir plus haut d'une certaine valeur de difficulté dictée par le maître du jeu avec son roulement de D20, en incluant l'ajustement des bonus ou malus de ses attributs, des caractéristiques et des talents, un style assez fréquemment vu dans les jeux de rôle. Mais Gothic utilise l'aspect des backgrounds, votre travail, expérience si vous aimez mieux, en plus des différents talents pour ajouter ou diminuer les bonus de votre roulement. Ceci donne une mécanique générale d'un style dice pool, entre guillemets, où on lance plusieurs dés. Mais au lieu d'avoir plusieurs dés qui affectent le résultat de l'action, c'est plusieurs additions ou soustractions que l'on met sur le résultat du D20. Au final, il y a plusieurs valeurs à ajouter sur le résultat du D20, ce qui rend chaque roulement beaucoup plus marquant, dépendamment du background du joueur et de ses talents. La première fois que j'ai vu ce genre de mécanique, je me suis dit c'est beaucoup d'additions ou de soustractions à faire pour avoir le résultat final. Mais ça fonctionne super bien. Étant un fan de système de Dice Pool de White Wolf dans le temps, les ajouts se font naturellement dû que le personnage joueur va essayer de passer des épreuves en utilisant à son avantage les talents liés aux attributs et le tout lié à son expérience de son avatar. Le tout se fait avec un lancer de D20. Du coup, avec ceci, ils vont pouvoir faire du roleplay pour mettre une situation plus à leur avantage. Prenons par exemple, s'il y a une grosse brute qui bloque le chemin d'une ruelle seulement éclairée dans une petite lanterne accrochée au mur plus haut. Le joueur, qui est bon en combat corps à corps, pourrait utiliser son talent pour combattre à point nu avec sa grande force pour vaincre l'individu. Mais un perso qui est plus malin peut utiliser son talent de combat à distance avec son agilité pour lancer un caillou sur la lanterne pour mettre l'individu malfaisant dans le noir total. Ensuite, le contourner. Bref, ceci est un exemple très simple et très commun dans le monde des jeux de rôle. Mais pour les nouveaux venus du hobby, le roleplay
et utilisée avec les talents à l'avantage est peut-être quelque chose qu'ils ne sont pas habitués de voir dans les jeux d'aujourd'hui. OK, je vais m'arrêter avant que je bloque trop dans les détails, là, parce que du contenu, il y en a dans ce système. Voici en bref ce que le joueur peut avoir pour simuler son personnage. Les personnages joueurs ont 6 caractéristiques de base: la force, l'intelligence, l'esprit, la dureté, l'agilité et le charisme. Et ceux-ci sont une influence directe dans le lancement des dés. Plus le score est haut, plus le bonus on l'y ajoute. Chaque caractéristique sont déterminées par un roulement de 3d6 additionnés. Ensuite, nous avons les talents, les skills. Pour ceux qui ont joué à des jeux de rôle depuis le début des années 2000, ceci n'est rien de sorcier. Le personnage joueur peut acquérir des talents spécifiques au début de la création de son personnage et il peut également en apprendre avec de l'expérience qu'il a acquis durant la partie. Le background est le métier entre guillemets du personnage. En fait, c'est avec celui-ci que les talents initiaux sont donnés. Ça aide à donner une direction au personnage et une personnalité. Il y a également une liste d'avantages et d'inconvénients. Ceux-ci sont également mis en place lors de la création du personnage. Ceci fait en sorte que le joueur puisse avoir des bonus ou malus, tout dépendant des actions ou des situations qu'il doit affronter. Ils peuvent être des situations sociales, physiques, tout comme spirituelles. Et ils sont liés, tels les talents, aux 6 caractéristiques principales. Et c'est souvent à la discrétion du maître du jeu, c'est-à-dire l'arbitre, à les associer avec quel des 6. L'énergie vitale du personnage est liée à son score de dureté, toughness en anglais, et non déterminée par son background ou sa classe si vous aimez mieux. Tout ceci est seulement la surface de la création du personnage. Il y en a beaucoup plus. Pour les nouveaux joueurs, l'auteur a mis une panoplie de références pour donner une bonne vue de quelle valeur apporte aux joueurs. Et quel serait un jeu d'horreur sans un bon système de peur? Les joueurs qui ont été témoins des scènes troublantes accumulent des points de peur si ceux-ci ne réussissent pas leur jet de sauvegarde. En franchissant un certain seuil, ces pauvres personnages peuvent s'évanouir ou même tomber dans la démence. Il y a aussi un système de valeurs morales. Si les personnages joueurs font des actions moralement positives, vertus ou lugubres, ils obtiennent un certain nombre de points s'ils penchent beaucoup trop d'un côté. Ils peuvent avoir des bonus ou malus sur leur dés lorsqu'ils font des actions qui contribuent vers le côté obscur ou le côté bien des choses. C'est une super bonne mécanique pour savoir où le perso se trouve dans la balance des choses et le maître du jeu peut se faire un vilain plaisir à mettre des épreuves, poussant le joueur à faire un jugement judicieux selon la campagne en cours. Arrêtons pour le moment les différents outils du jeu et parlons du livre en tant que tel. Comme il est beau! C'est tellement agréable de feuilleter et de lire les explications. L'écriture est beaucoup plus centrée dans les pages due à un bel espace pour les marges. Ceci facilite la lecture et est moins dur pour les yeux. L'auteur est définitivement un calé, entre guillemets, dans le domaine de l'épouvante et de l'horreur. Sa description et les différents textes apportent une image vivide de scène et comment que le maître du jeu peut transcrire la peur et l'inconfort à son groupe d'aventuriers. L'art est, très majoritairement, fait à partir de logiciels IA. Les images sont splendides. Elles invoquent tout ce qu'on aime dans cette branche du style de jeu de rôle sur table. Maintenant, les points plus faibles. Lorsqu'on lit le livre pour la première fois, il arrive que l'auteur, pendant l'explication d'un sujet en particulier, nomme des termes ou des mécaniques qui sont plus loin dans le bouquin. Ceci laisse parfois le lecteur à se gratter la tête et relire encore et encore la même page pour comprendre
le tout pour que plus tard dans le livre, l'explication de ce terme ou de la mécanique sont expliqués à leur tour. Donc, si certains éléments auraient été placés différemment dans la chronologie, l'information a été beaucoup plus fluide. Le deuxième point faible est le manque d'index. Ça aurait été très favorable d'avoir eu ceci dû au nombre de pages et d'explications. Il est quand même facile de retrouver l'info en prenant le temps de scruter. Mais en plein jeu, si nous pouvons éliminer du temps perdu, l'immersion n'aura pas de temps mort pendant la game en tant que telle. Et le dernier point, ça peut être rectifié facilement par le maître du jeu, est que certaines situations, la difficulté pour réussir les roulements, les épreuves, même avec des bonus exorbitants, sont pratiquement impossibles. La balance est parfois beaucoup trop penchée sur l'échou que la réussite. Mais ça, la valeur peut être balancée par un bon maître du jeu, fait que ça peut être bien, mais pas bien pour ceux qui jouent Rules as Written. Parlant de temps mort, lorsque les personnages ont du temps de libre dans les autres jeux de rôle, ceux-ci font des choses quotidiennes normales. Mais Gothic couvre une immense variété de passe-temps que les personnages peuvent faire entre les quêtes et que les joueurs peuvent participer activement. Des recherches d'équipement, des séances de communication avec l'au-delà, avec Ouija, la planche que tout le monde connaît, inventer des machines, préparer des rituels pour des sorts, etc. Et tous ont leur mécanique et des lancements de dés pour réussir ces épreuves pour faire avancer le tout. Même acheter de l'équipement se fait avec un roulement de dés 20 en ajoutant des bonus reliés au charisme, le statut social, des contacts, etc. Pourquoi autant d'efforts sont mis ici pour ces différents sujets? Ça s'appelle l'immersion. Toutes les personnes autour de la table de jeu sont investies dans leur rôle. Plus l'implication et les liens sont forts entre eux, plus que c'est agréable. Et Gothic est capable d'offrir ça, et non seulement en quantité exorbitante, mais tous les moments, petits et grands, d'horreur et d'épouvante qui suivent sont quintuplés en intensité. Gothic va être comparé à plusieurs jeux de rôle. Ravenloft, pour les jets d'horreur et la façon que les joueurs peuvent changer d'alignement tout dépendant de leurs actions. Call of Cthulhu pour les choses monstrueuses qui se cachent dans l'ombre et qui peuvent jouer avec le mental des héros. Chill pour le système de talent et de nombreux bonus ou malus qu'ils peuvent provoquer. Mais pour être franc, Gothic est son propre jeu. Oui, il combine plusieurs mécaniques et styles qu'on retrouve séparément dans d'autres systèmes, mais le tout est si bien mélangé et invoque d'autres styles de jeu uniques en son genre. Les fans de style gothique de jeux de rôle sur table vont être servis d'une très bonne façon. Et ça va être surprenant comment ils vont s'amuser. Avec un bestiaire monstrueux, des sorts magiques, des opérations mécaniques, du marchandage, de la création d'objets, des règles pour combattre en corps à corps avec des armes à feu, des malédictions, quelques quêtes simples pour initier les joueurs, et tout ça dans un livre sublimement bien présenté. Gothic est une valeur sûre pour les maîtres du jeu avec de l'expérience qui vont pouvoir faire frissonner n'importe quel type de joueur. Ceci dit, avec Gothic, l'obscurité n'a jamais été aussi élégante.